Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Ça faisait longtemps que je voulais mettre ça en place et du coup on va profiter de ce début de Vendée Globe assez intéressant comme on va pouvoir le voir pour analyser un petit peu la météo et la stratégie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Richaume et je suis navigateur professionnel. J'aurais pu être un de ceux qui partaient sur le Vendée Globe cette année. Mais là, ce n'était pas le cas et il n'empêche que je suis passionné par ces régates, par la météo et la stratégie. Et donc, je vous propose en fait de suivre une petite session d'analyse de routage et de météo pour voir où vont aller les concurrents dans les prochaines journées et voire dans les prochaines heures. Donc, on va commencer par un petit partage d'écran pour regarder où sont les bateaux en ce moment. Donc là, vous êtes dans mon logiciel de routage qui s'appelle Adrena et sur lequel je reçois les positions de la course, des concurrents et à partir desquels je peux faire des routages avec la météo à jour. Donc là, on est à la situation actuelle. On peut voir en fait que les deux bateaux de tête, alors je ne sais pas en ce moment s'ils ont suivi exactement ces routes-là, parce qu'on aura les prochaines positions que dans une demi-heure, mais en tout cas, je pense que ça doit être vrai pour Damien Seguin, qui est leader de son paquet du Sud, et on verra ça plus tard pour Nicolas Troussel, leader du paquet de l'Ouest. Ils auront le choix, en tout cas, d'aller dans une zone proche du Cap Finistère, où il y a un DST, donc une séparation du trafic des cargos, dans laquelle ils n'ont pas le droit de naviguer, donc ils ont un choix à faire entre passer à l'ouest ou passer à l'est, entre la côte et ce fameux DST. Donc je vous propose, juste pour la petite info, je crois qu'on voyait les premiers bateaux arriver en AIS. Là, on a Damien qui arrive. Donc AIS, c'est le système de repérage des bateaux par ondes radio. Donc au fur et à mesure où ils se rapprochent de la côte, on va voir la flotte se rapprocher. Et donc, ils ont en ce moment sur zone un vent d'environ 8 nœuds qui vient de l'ouest. Et là, on voit comment la météo sur tout le pourtour, atlantique, enfin le proche Atlantique, avec ici un gros anticyclone, avec le vent qui tourne dans ce sens-là. Et puis, on va mettre ça en bleu, on a l'approche d'un front qui vient d'une dépression qui est tout là-haut et qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et on voit des dépressions qui s'enroulent et aussi une zone de vent très fort ici qui va nous concerner. Donc on va voir ça, comment ça évolue dans les prochains jours. En tout cas, ce qui va les concerner pour les prochaines heures. Et là, on va zoomer. Il faut que j'arrête mon dessin. Hop, on va zoomer. Et on voit que sur zone, ça va être très léger. J'avance jusqu'à demain matin. En fait, cette zone anticyclonique de Molle avec ce qu'on appelle une dorsale, elle va se compresser, se décaler sous l'effet de ce front qui arrive par l'ouest, assez fort. Et du coup, le vent va tourner au sud. C'est pour ça que les bateaux descendent tous vers le sud. C'est pour prendre cette rotation du vent. Donc, petite répétition. Le vent, en ce moment, il est comme ça. Et dès qu'ils atteindront la pointe espagnole et que le front aura poussé, on aura un vent de sud-ouest à sud plus tard, quoi. Donc là, ils vont pouvoir faire une belle route comme cela vers le front. Donc ça, c'est le plan pour les premières heures, en tout cas. Et ce qu'on peut voir
en avançant un petit peu, donc là on est toujours mardi matin, demain matin, on peut voir que cette dépression elle est assez puissante, mais aussi qu'il y en a d'autres qui se créent dans le front, en fait. Le front crée des dépressions. Et du coup, si on avance à demain soir, ce qui va concerner la flotte, on verra ça sur le routage après, en fait, il y a plusieurs dépressions qui se créent, dont une qui est en train de se créer ici, dans une zone qui va être juste au sud de nos leaders demain soir. Et donc, il y a un espèce de jeu, on va voir, avec ces dépressions, une espèce de toboggan sur le dessus de ces dépressions qu'il va falloir prendre entre mardi soir, mercredi. Mercredi dans la journée, en fait, on peut voir qu'ils vont essayer de prendre, je vais le redessiner ici, ils vont essayer de prendre un chemin là-dedans, dans ce vent-là, pour aller chercher cette dépression ici, quoi. Donc, on verra ça aussi après. C'est pas bien évident. Ils vont devoir négocier cette dépression qui bouge en plus. Alors, par chance, elle se rapproche d'eux, mais elle est aussi très forte, hein, parce que si on regarde, elle a des vents à plus de 30 nœuds par endroit, 30-35 nœuds. Et si on met, là, c'est les rafales, on a des rafales à 47. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin de la session de routage, on verra ça. Et pour l'instant, on va commencer à regarder les routes que le logiciel nous a sorties. Alors, il faut savoir que le logiciel, il calcule les routes optimales. Et ensuite, donc là, c'est des routes optimales qui tiennent compte de l'état de la mer. Mais après, le skipper, il peut aussi décider de faire quelque chose en théorie, moins performant, mais qui préserve le bateau. Et je pense que là, ça va être le cas. Donc là, on est mardi, demain, en début d'après-midi. Et on voit qu'ils sont sortis de la côte espagnole, ils sont sortis du vent faible qui accompagnait la région de la Corogne et du Cap Finistère, et ils vont pouvoir allonger la foulée vers l'ouest. Les bateaux se situent ici, hein, où il y a les gros points. Donc là, on est demain soir à 9h30, et ils vont attaquer le front, qui est, il faut bien dire, assez gros. Et si je me mets sur le bon fichier, demain soir, on a un vent, alors pour vous ça va être dur à lire, mais environ 32 nœuds avec des rafales à plus de 40 nœuds. Donc c'est très très costaud, avec une mer, on va voir ça aussi si je mets le fichier de vagues. Voilà, c'est la direction des vagues. Et on va colorier tout ça. Et ici, dans le secteur de la dépression, on a des vagues qui atteignent, dans la zone rouge, pas loin de 5 mètres de haut. Donc, ça commence à faire une mer assez rude, surtout pour tout ce qui est foiler, dont les skippers ont plus ou moins du mal à freiner le bateau parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de voiles pour avancer très vite. Donc ça, c'est une zone qui va être hyper importante demain. On verra demain comment ils arrivent à gérer tout ça et comment ils essayent de préserver leur bateau. Il y a peut-être plusieurs options de route qui vont être possibles. Et on va voir qu'une fois derrière ce front, les choses vont se calmer, puisque mercredi midi, ils seront dans une zone où il n'y a plus qu'une quinzaine de nœuds de vent. Ça sera assez calme, mais c'est à ce moment-là où ça va un petit peu se compliquer en stratégie et il va falloir être lucide et regarder la météo un petit peu tout le temps, parce que on a vu les dépressions là, qui se sont créées sur le bas du front, et en fait là il y en a au moins deux qui circulent, dont une assez grosse dans le sud des Açores. Et en fait, on va avoir le routage qui essaye d'avancer tant bien que mal vers ces dépressions-là pour les prendre sur un effet de toboggan. Hein. Donc, on refait le même schéma que tout à l'heure, mais en gros, l'idéal, c'est de venir prendre tous les vents portants, donc vent arrière, en faisant comme ça, le tour de la dépression. Alors forcément, c'est pas évident à faire parce que tout ça, ça bouge. Et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai décalé le routage, on va le remettre au bon endroit.
là, en fait, on peut voir que derrière, on peut imaginer des gens qui sont en retard. En fait, toute cette zone-là est très très molle et du coup va sûrement générer des écarts parce que les bateaux qui vont avoir du retard vont se faire coincer par cette bulle. Donc là, il y a vraiment aujourd'hui une course qui est lancée pour réussir à garder un maximum de vent dans la zone sud et ce qui ne va pas être évident à faire. Ça, faut bien en être conscient. Et si on fait avancer tout ça, on va changer de météo. Hop. Si on fait tout ça, là, on est arrivé à vendredi. Et vendredi, on peut voir qu'ils arrivent tout juste à venir chercher le côté ouest de cette dépression. On voit les vents qui se tournent dans le sens anti-horaire. Là, on voit les flèches, les barbules qui l'indiquent. Mais là, il y a beaucoup de vent, quoi. Sur ce fichier-là, il y a 38 nœuds rafale 47 dans la partie est. Donc, c'est vraiment très, très fort. On peut imaginer que beaucoup de skippers soient tentés de limiter la force de vent dans laquelle ils vont naviguer parce que bon, il ne faut pas prendre de risques avec les bateaux en ce début de Vendée Globe. Donc, c'est pas évident de négocier tout ça. On peut imaginer peut-être des bateaux essayant de faire un tour un petit peu plus grand pour limiter la force du vent qu'ils vont rencontrer. Voilà, quelque chose de pas simple à négocier en début de Vendée Globe. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant, mais très compliqué. Hein, tout ça avec des enchaînements très serrés. Et quand on voit les écarts qui se sont créés en une seule nuit, parce que si on reprend un petit peu l'état de la flotte actuelle, on peut voir qu'il y a déjà des groupes avec, pour ce qui est du groupe de Corum, près de 30 000 de retard pour l'arrière du paquet. Et sur le groupe des bateaux à dérive, Damien avait pas loin de 50 à 60 000 sur certains, quoi. Donc on peut imaginer que les écarts ne vont faire que grandir, hein, ce qui est généralement le cas quand on va chercher un front comme celui-là. On va se remettre d'ailleurs à l'endroit du front. Ça, c'est vraiment ce qui va les concerner demain. Donc on peut voir que en fait, ils vont passer d'une zone très légère ici à une zone à une zone très forte ici, quoi. Très très forte. Et en fait, le problème, c'est que ici, ils vont avoir toute la toile, et arrivé ici, ils vont être 3 riz. Je ne sais pas si j'arrive à écrire avec ce truc. Hop. 3 riz plus le J3, qui est le petit phoque. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de changements en très peu de temps. Donc, ça va leur demander beaucoup, beaucoup de travail. Et en plus, si on regarde derrière ce front, donc par exemple, on va prendre pour les foilers, quand ils arrivent, ça c'est un virement de bord en sortie du front. Si on rajoute 2 heures après le front, par exemple, en fait, on voit que ça mollit relativement vite dans les 4 à 5 heures qui vont suivre. Donc en plus d'arriver en sortie de front avec 3 RI J3, donc la plus petite configuration quasiment qui existe, et ben en 4-5 heures, ils vont devoir renvoyer de la toile jusqu'au Grand Genaker. Donc ça va leur demander quand même des efforts assez considérables, parce qu'il faut savoir que rien que pour repasser de 3 RI à grand voile haute, c'est près de 20 minutes d'effort. Donc là, ça va leur demander 20 minutes au moins pour la grand voile, plus quasiment 1 heure de travail devant de changement de voile. Autant dire qu'ils vont être bien nazes, en plus de la fatigue émotionnelle qui forcément va les atteindre. Ça va être compliqué. Hein. On peut imaginer que si on parle un petit peu sommeil sur ce début de course, s'ils ont réussi à dormir un petit peu au début de la course, là, ils vont passer toute la nuit à faire des virements de bord, dans pas beaucoup de vent.
le long de l'Espagne. Donc, autant dire, ils ne vont pas beaucoup dormir, surtout il y a des pêcheurs et tout ça. Quand ils ressortent de là, ils vont traverser le DST qu'on voit ici. Donc là, il faut imaginer qu'il y a plein de cargos qui montent. On va les dessiner les cargos. Le trafic des cargos, il est comme ça. Et donc, eux, ils vont arriver en traversant ça. Donc, ici, ils traversent le DST, donc ils ne peuvent pas dormir. Ici, ils longent la côte, ils ne peuvent pas dormir. Ici, ils sont en approche de côte, donc ils ne peuvent pas dormir. Et là, ils vont attaquer changement de voile, 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 changement de voile. En gros, quoi. Donc, c'est une partie extrêmement intense qui s'annonce. Intéressante pour nous à suivre forcément dans notre canapé. Mais là, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est ce qui va rendre aussi la régate intéressante. Et comme ils sont en paquet, on va avoir une belle régate. Je vais regarder un petit peu les questions qui ont été posées, s'il y en a eu. Apparemment, pas énormément. Il y en a quand même quelques-uns. Mais j'avais une question au début de live. On va répondre à celle-là. En fait, ça concernait Fabrice Amédéo et son départ et à quelles conditions il va avoir à faire. Alors, je vous avoue que je n'ai pas fait un routage pour lui, mais il parlait, si je ne me trompe pas, de repartir demain soir. Donc, on va le mettre demain soir, on va mettre la météo demain soir à 20h. Donc, en fait, il va commencer. Je n'ai pas pris le fichier météo assez loin, mais ce n'est pas très grave. On va lui faire une petite route. Hop. Il commence ici, on le voit bien, dans une zone de molle. Donc déjà, ça va être long. Et après, il n'a d'autre choix que de faire une route plein ouest, un petit peu comme ses autres concurrents ont fait, pour aller passer en fait ce front qui est ici, qui lui va se déplacer bien sûr entre-temps par là. Et lui, il va aller à son encontre et ensuite il va virer. Donc là, par contre, je n'ai pas fait de routage, donc on va essayer d'estimer tout ça. Hop, on va effacer. Et on va le décaler, il va mettre au moins 24 heures. On va se mettre à mercredi soir. Et mercredi soir, il sera dans un flux d'ouest. Donc là, il pourra descendre. On peut imaginer qu'il a une descente assez tranquille vers lui aussi la Corogne. On peut voir qu'il y a l'anticyclone qui va freiner les retardataires, je pense, qui se situe ici. Et donc lui, on peut imaginer qu'il essaye de passer entre les deux. On va voir ça. Alors, on était mercredi soir, jeudi midi. Ouais, donc il va sûrement essayer de traverser... dans cette espèce de passage qui se crée ici, là. Donc en fait, il va peut-être faire une route plus comme ça et par en dessous, quoi. Alors ça va être forcément facile à dire comme ça, mais pas évident à faire. Et en plus, il y a un autre front en approche. Hein. On voit bien le front ici, avec, c'était pas la bonne couleur, mais hop, le front ici. Et le vent qui pousse fort comme ça, quoi. Donc il a sûrement pas envie de se récupérer ce deuxième front-là. Je pense qu'on peut prendre une autre question. Et il y a Pierre Quiroga, mon ami Pierre Quiroga, avec qui j'ai navigué, qui demande on imagine donc des perfs bien en dessous des polaires des bateaux. Alors, là, on va rentrer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, dans des sujets un peu plus compliqués, mais ça me fait plaisir d'en parler, il faut tout montrer. Hop. Et en gros, ça, c'est ce qu'on appelle une polaire de vitesse d'un bateau. Donc, si je prends un bateau, ça, c'est un bateau qui correspond à rien, c'est pas très grave, c'est un IMOCA quand même, un vieil IMOCA. Et là, c'est par exemple dans 18 nœuds. Donc, on peut imaginer que dans 18 nœuds, la vitesse théorique du bateau, elle est indiquée là. Donc, par exemple, là, quand ils vont être en approche du fond, ils sont à 10 nœuds et demi environ. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que avec le
champ de vagues, comme on a vu tout à l'heure. Je vais le remettre. Et on va se mettre à mardi soir. Un peu plus peut-être. Mardi vraiment soir, pas midi. En fait, ce que va faire le routage, c'est qu'ici, il va dégrader la vitesse du bateau en approche des vagues. Donc, il y a un tableau qui le permet de modifier ça. Et donc, l'ordinateur va calculer la vitesse du bateau avec une perte selon les vagues. Donc là, elle est déjà intégrée, mais elle est quand même difficile à calculer. Elle n'est pas évidente. Et surtout qu'il y a un facteur non négligeable. On va regarder ici. C'est que vous avez en rouge les flèches de la houle et en noir les flèches de ce qu'on appelle la mer du vent, donc les vagues créées par le vent actuel. Et on peut voir qu'elles sont quasiment à 90 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle une mer croisée. Donc si je vous reprends ça en dessin, il y a la houle, elle vient comme ça, du large. Et donc là, elle fait presque 3 mètres. Et dans l'autre sens, en noir, la mer du vent, qui elle est comme ça, pour un total de 2 mètres environ. Et ça fait un ensemble qui fait à peu près 3,3 mètres. Donc voilà. Et tout à l'heure, on a vu que là, dans les pires zones, il y allait avoir probablement 5 mètres de hauteur de vague, mais 5 mètres de hauteur de vague avec 2 secteurs à 2 mètres et demi, 3 mètres qui se rencontrent. C'est ce qu'on avait eu un petit peu sur la route du Rhum, une certaine partie, et c'est très désagréable. Ce qui veut aussi dire quoi? On va le reprendre sur un nouveau dessin. Ça veut dire que quand il se retrouve de l'autre côté du front, en fait, les bateaux, ils se retrouvent à, on le voit bien avec Corum, ça c'est le routage de Corum qui va attaquer comme ça, et les vagues qui arrivent comme ça. Donc ça, on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. Les bateaux qui vont être dans 25-30 nœuds de vent face à la mer, généralement après un front, pendant 1 heure ou 2, il y a l'ancienne mer qui existe et qui pousse contre, qui vient face au bateau. Et du coup, ça, c'est vachement dur de freiner les bateaux. Un des seuls choix qu'ils vont avoir, ça va être de rester un petit peu plus haut, mais ce qui ne les avantage pas parce qu'ensuite, il faut passer sous l'anticyclone à peu près par là, quoi. Donc, ça va franchement être dur pour les bateaux, surtout les foggers, j'imagine, parce que là, ça c'est la zone casse-bateau. Voilà. Donc, on espère forcément, on ne leur souhaite pas de casser, hein, mais ça va être problématique pour eux, ça c'est sûr. Ensuite, la mer, elle sera moins un problème. Ils attaqueront au portant. Mais voilà. En tout cas, la détérioration, on va dire partielle des performances du bateau, elle est prise en compte dans les routages. Parce qu'il faut bien savoir que comme ça retarde le bateau, ça change aussi la stratégie. Deuxième question, est-ce qu'il n'est pas intéressant de serrer au plus près du vent pour éviter la côte plus le DST? Alors, éviter la côte, on va se remettre sur un fichier de vent. Hop, maintenant, sur un fichier un peu précis. Et on va lui mettre un peu de couleur. Hop. En fait, on le voit bien ici. En fait, on voit que globalement, le vent, il fait ça. Du coup, la rotation, ils sont un peu obligés de la prendre. Et le meilleur endroit pour prendre cette rotation, c'est quand même d'aller à la côte, quoi. Surtout qu'on sait, nous, qui avons fréquenté ces lieux-là assez souvent, que le vent il arrive à assez bien tourner là, le long de la côte et que généralement on fait des bons bords. Il n'y a pas d'intérêt particulier d'éviter le DST. On peut quand même imaginer, mais on verra ça dans un pointage qui va tomber dans 5 minutes, je crois. On va voir que on peut imaginer une bonne partie de la flotte du groupe de l'Ouest faire quelque chose
comme celui-là, quoi. Ça, parce que ça va leur simplifier la vie, ça leur évitera de se taper le trafic à contre, ça leur permettra peut-être de dormir, quoi, ce qui ne sera pas quelque chose de trop mauvais à prendre à ce moment-là. Donc je pense que ça fait partie des stratégies aussi de se préserver. Voilà. Mais bon, pour tout ce qui est paquet situé à l'est, là, ils vont même pas avoir le choix parce que si je fais défiler un tout petit peu les prévisions, en fait, ils vont même pas réussir ils vont pas réussir à faire du cap. On le voit ici, quoi. Je vais le retracer. En fait, ces bateaux-là, s'ils ont réussi à faire du cap ici, en fait, là, ils n'auront plus le choix que soit de virer, soit de retourner à la côte, pour un endroit qui sera quasiment similaire à ce qu'ils auraient fait s'ils tiraient la barre et ils avaient pris le virement ici, quoi. Voilà, ça devient bien brouillon mon dessin, mais en gros, là, ça fait une énorme perte de se retrouver à cet endroit-là pour ensuite se faire retomber vers la côte. Donc pour l'instant, il y a un bon avantage à Damien s'il arrive à passer dans la baie de la Corogne et si Damien il se dépatouille bien. En gros, il ne faudrait pas qu'il ait ça à faire parce que ça, c'est très mauvais. Mais plutôt, s'il arrive à suivre le routage et tomber dans la baie de la Corogne, alors la Corogne, c'est là. Là, il sera pas mal. D'ailleurs, on peut aller voir. Il va... Ah, je suis toujours en dessin. Hop. Damien, il est par là. Voilà, on le voit qui arrive là. Il avance à 8 nœuds, ça commence à ralentir. Et je pense qu'il va tomber dans la baie de la Corogne, ce qui sera pas trop mal. Voilà, on va prendre une petite question supplémentaire. Est-ce qu'on peut expliquer le routage de Quorum l'épargne? Alors, on l'a un peu fait. Hein. Je pense que Quorum l'épargne, en fait, j'ai la possibilité, par exemple, ça c'est pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne, de venir modifier la route de Quorum. Donc moi, j'estime qu'il va plutôt faire quelque chose comme ça. Et en fait, le routage va se refaire. Si vous voulez, on peut suivre, hein, on va voir. En fait, chaque avancée, là, chaque trait qui avance, c'est 1h30 d'avance. Donc par exemple, si je fais pause ici, en fait, on peut voir que par rapport à son routage que j'avais fait, qui est calculé comme étant l'optimal, hein, forcément ça ne l'est pas, eh bien il a une bonne heure de retard. Donc on peut estimer que ce n'est pas un gros retard par rapport à toutes les manœuvres qu'il va devoir faire à la côte. C'est pas un gros retard. Donc il a une possibilité. Par exemple, je vais terminer. Si je veux terminer là, ça va pas être bon. On va reprendre. On va essayer de voir si on y arrive. Hop. Ouais, voilà. En gros, il peut faire quelque chose comme ça. À la fin du routage, il faut pas regarder. Mais en gros, il est capable de faire une route un peu plus dans l'ouest du DST sans trop de problèmes et ensuite virer pour aller attaquer le front. Moi, je pense que c'est probable que c'est ce qu'ils vont faire. On va voir ça. Je pense que le prochain pointage, il tombe dans pas longtemps. Donc voilà, on regardera ça à suivre. Du coup, tu dis donc que la route optimale passe par le Cap Finistère. Oui. Alors l'optimal peut-être. Après, avec une couche de marins dessus, moi si je suis Quorum l'épargne, je pense que je ne descends pas à l'intérieur des ST parce qu'il n'y a pas de perte à faire le tour par l'extérieur. Il n'y a quasiment pas de perte, il y a moins d'1 heure. On pourrait regarder éventuellement s'il y a un changement dans les conditions de vent dans le front, mais je ne pense pas que ça soit le cas. Alors on va se remettre sur le bon fichier. Et en gros, lui, il avait 38 Rafale 45 et dans le sud, 37 Rafale 47. Ouais, c'est quasiment pareil, il ne faut pas prendre les chiffres à la virgule près.
Donc moi, je pense qu'Aaron Lepan, il fait l'extérieur du DST. Peut-être. Ah bah d'ailleurs, non. Et le pointage vient de tomber. Donc là, on vient de le voir et on voit Corum qui a tiré la barre et qui est d'ailleurs plutôt. Ils sont tous un peu en retard. Donc en fait, par rapport au routage calculé, Damien aurait dû être là et il est aujourd'hui ici. Et Corum aurait dû être ici et il est là. Donc je pense ils ont quand même moins de vent que prévu. Peut-être même une direction de vent assez différente. Et en fait, on voit que Corum tire la barre pour aller. Là, il va clairement passer intérieur des ST, quoi. Alors après, ils sont en retard, donc peut-être qu'il aura la bascule avant. Ouais, peut-être qu'il ne va pas réussir à passer entre les deux. Parce que là, ils sont en retard. Donc en fait, on va faire ça propre. On a du temps. Hop. Et on va il n'a pas l'air d'accord, le logiciel. Il est là. Concurrent, routé. Alors, est-ce que tout est bon? Hop. On va le mettre en 2 heures, ça sera plus facile. Allez, c'est parti. Alors, faire un routage, du coup. Là, pour le coup, c'est une session vraiment en live. Je n'avais pas prévu de faire des nouveaux routages, mais c'est vrai que le pointage suivant tombe à 22 heures. Donc le voilà. Là, on voit le routage, le calcul du routage qui avance. En fait, je fais aller le routage jusqu'à l'entrée du poteau noir, quasiment. Et on peut. Alors, on voit que ça accélère fort. Là, c'est par-dessus la dépression qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça descend. On peut voir aussi qu'il y a une belle progression le long de l'Afrique, mais bon, qui va avoir du mal à s'en sortir au final, je pense. Mais ça peut être une option B pour des gens qui veulent. Ah là là là, le petit freinage. Ah ouais, ça va être intéressant. Donc voilà, son nouveau routage. Alors on va aller regarder. Alors le routage dit que oui, il passe intérieur des ST. Donc on peut imaginer qu'il va se retrouver pas très loin de Damien, qui va peut-être bien rester en tête pour la nuit. Et ils vont tous ressortir par là. On va voir un peu les conditions. Alors là, on est sur arpège. Ouais. Alors, en fait, c'est la bascule est tellement grande, il y a tellement 90 degrés de bascule que ne pas aller chercher le vent de sud qu'on voit arriver ici, forcément, c'est problématique, hein. C'est problématique. Donc voilà, il n'y a pas le choix, je pense. C'est assez clair aujourd'hui. Ceux qui vont tenter de rester extérieurs, là, et je pense qu'ils vont quand même faire une belle perte. Donc on va avoir un beau match devant parce que je pense que les bateaux à dérive et les foilers vont avoir des performances sur l'approche du front assez similaires. Pas sur les 4-5 premières heures, mais au final, je pense qu'il y aura plus d'un skipper qui voudra préserver sa monture. Du coup, je pense qu'on va se retrouver avec des foilers et des bateaux à dérive en sortie de front en même temps. Ça, c'est assez intéressant. Notre petite question, peut-être pour terminer, du coup, est-ce que je pense que Fabrice Amedeo va revenir? Alors ça, c'est pas évident parce que du coup, je me suis pas bien organisé pour faire un routage, mais on va regarder ça, peut-être de visu. Donc là, il va aller chercher le front. Après, il y a un gros anticyclone. Ça, pour le traverser, là, on le voit bien, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est la grosse zone de molle ici. Là, pour traverser ça, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Surtout que ça a l'air assez stationnaire, avec une sortie au près en plus derrière. Et le vent, il est dessus à nouveau. Non, je pense qu'il va falloir qu'il patiente notre ami Fabrice parce que ça va être un peu long. Alors, on est en fin d'arpège, on va repasser en GFS. Et donc on voit les bateaux qui, bon les routages, là j'ai pas mis de limite de vent, mais je pense qu'il y a trop de vent pour couper aussi proche du centre, qui vont venir enrouler
enrouler la dépression et ensuite descendre dans les alizés. Mais là, ça fait loin, hein. On le dit souvent, c'est un peu de la poésie au-delà de 4-5 jours. La météo, les grands systèmes, ça va, mais les détails, c'est quand même pas très précis. Et on peut voir que après la dépression, il y a un nouvel anticyclone qui se forme dessous, là, qui va les freiner fortement. Là, on voit les deux bateaux. D'ailleurs, on voit peu d'écart. Il faudrait que je remette à jour le routage de Damien Seguin, mais on voit peu d'écart avec les foilers. C'est vrai que je pense que c'est pas très propice aux foilers ce début de course. Parce qu'une fois le front passé, ils vont être en VMG, c'est-à-dire l'angle le plus bas possible avec le vent arrière. Ensuite, ils vont être dans du vent fort, donc là, tout le monde va essayer de calmer les bateaux. Puis après, ils retombent dans la molle. Pas simple, tout ça, pas simple. Mais bon, clairement, si j'avance, je vais rebouger, j'en étais là. Si on regarde cette photo-là, après, ceux qui arrivent à sortir en premier de cet anticyclone-là, là, ils partent. Et là, les mines, ils vont quand même s'empiler assez vite, quoi. Donc là, ça va être dur. Il faudra voir après le passage du poteau noir. Certains experts disent qu'il sera forcément petit. On verra ça probablement la semaine prochaine, parce que là, ils seront aux alentours de dimanche matin sur cette position-là. On peut imaginer qu'il soit un petit peu plus long que les routages encore. Donc il y a du temps avant qu'il passe l'équateur, hein. Ça ne sera clairement pas un record. Voilà, combien de temps les skippers ont passé sur le routage météo aujourd'hui. Je pense que depuis leur virement de bord ce matin, ils ont quand même dû pouvoir regarder ça de près. Euh, Si je dois commenter, je pense qu'il y en a beaucoup avec le retard au départ d'hier qui n'avaient pas remis à jour leur météo. D'où je trouve une petite erreur de la flotte nord-ouest qui en fait a fait un espèce de concours de vitesse à tirer la barre et n'avait pas, j'ai l'impression, une grosse mise à jour de sa météo et du coup, clairement, les choses avaient changé et ils n'arrivaient pas à avoir le front assez ouest pour redescendre en extérieur du DST. Donc, d'où une route qui n'est pas très jolie, il faut bien avouer, du groupe de l'Ouest qui maintenant va infléchir sa route pour passer à l'intérieur des ST. Mais voilà, c'est le jeu, c'est pas évident. Pour ceux qui regardent, qui ne connaissent pas, il faut bien imaginer quand même que ça, c'est fait avec la météo du jour. C'est pas une science exacte, c'est la météo, on le voit bien tous les jours chez nous. Ça change. Donc là, c'était les fichiers qui sont ce qu'on appelle du réseau de midi. Ils ont été calculés aux alentours de midi, publiés aux alentours de 16-17 heures. Et peut-être qu'avec les fichiers de demain matin, on verra des différences pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut avoir. Alors, quand j'aurai pris la bonne slide, voilà. En fait, on a des logiciels aussi comme ça, donc là c'est PredictWind, qui nous montrent par exemple deux météos différentes. Donc, si on regarde, alors les différences peuvent ne pas être très flagrantes, mais si on regarde bien, on va se retrouver ici à droite avec le modèle GFS qui est quand même en rouge. Rouge, c'était pas terrible. En noir, peut-être. Avec le vent qui est assez fort dans le front. Et là, on voit que c'est un peu moins rouge. Donc, c'est un peu moins fort. Là, il voit 33 nœuds, 32 nœuds. Et CEP, donc, qui est en fait le modèle calculé par le centre européen, lui, il est plutôt à 26-27. Donc, il est un peu plus calme. On peut aussi regarder ça en rafale. Et du coup, le modèle européen met des rafales à 34, quand le modèle américain, toujours plus fort les Américains, met des rafales à 41 environ, quoi. Donc déjà, il y a une petite différence de force sur les deux fichiers. Et si on avance un petit peu, par exemple, si on prend ici, là, on est mercredi soir. On va reprendre la palette. L'anticyclone qui est là, il laisse quand même un joli petit couloir ici et beaucoup de vent aussi en dessous de lui. Alors que sur GFS, donc c'est celui avec lequel j'ai fait les routages, ici,
On voit que le couloir, il est beaucoup plus petit pour atteindre ce que j'appelle le toboggan, là, par-dessus les dépressions. Donc ça, déjà, il y a des différences qui sont larges, enfin, qui sont non négligeables. Ça va quand même être compliqué de savoir. Après, là, en tant que skipper, ce qu'ils vont regarder, c'est déjà s'extraire de la Corogne, de Cap Finistère, de la Molle et d'aller passer le front. Ils réfléchiront ensuite quel modèle a raison et quelle route il va vraiment falloir adopter. Pour l'instant, aller passer le front, c'est la base. Il n'y a rien qui change au-delà de ça. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié cette petite session de routage. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça. Je recommencerai normalement lundi prochain à 21h30 sur le même format. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai peut-être de faire des petites sessions de routage à partir de photos que je mettrai sur le Facebook aussi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à suivre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et à poser vos questions pour la prochaine fois. Bonne soirée à tous, au revoir.